Est-ce que selon vous, en dehors des Américains, en dehors de l'OTAN, il y a d'autres pays du monde, peut-être ceux-là même qui aspirent finalement à ce monde multipolaire, qui pourraient réellement dire à Zelensky, stop, est-ce que tu peux, comme le disent certains analystes, entre guillemets, arrêter de faire le con pour que finalement s'arrête toute cette guerre à la fois médiatique, militaire et autres. Ben, comme vient de le dire Michel Collomb, et c'est intéressant de revenir en arrière, quand Zelensky arrive aux commandes de l'État ukrainien, il n'est pas anti-russe du tout, hein, mais vraiment pas du tout anti-russe, prêt à négocier, discuter. Je crois même qu'il parle russe couramment, si je ne me trompe pas. Et puis la différence entre Zelensky et un Poutine, bah, dans le prénom, hein, Volodymyr ou Vladimir, c'est la même racine. On a bien compris que ce sont des peuples slaves. Donc ce qui se pose en vérité, c'est de savoir pourquoi, et là c'est une question qui est intéressante, pourquoi est-ce qu'on nous impose, nous Européens, donc qui vivons sur cette terre, d'avoir froid l'hiver, des restrictions. Actuellement en France, par exemple, il y a un problème qu'il maquille comme un mouvement social d'approvisionnement d'essence. Donc ça devient très très grave parce que maintenant la police intervient pour empêcher les gens d'aller aux pompes à essence puisqu'il n'y en a plus. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans les têtes des états-majors européens et puis surtout dans la tête de cette femme pour laquelle j'ai beaucoup de mal à comprendre sa logique, mais je trouve complètement délirante, c'est von der Leyen qui manifestement est une batte en guerre. Qu'est-ce qu'il y a dans l'esprit de ces gens-là? Eh bien, ils n'ont pas consulté les peuples européens qui n'ont pas voix à la parole. C'est-à-dire que si on pose la question de savoir est-ce qu'on a envie d'être solidaire d'une guerre, déjà, on dira non, évidemment. On ne va pas alimenter une guerre. On veut la paix. Est-ce qu'on a envie d'être solidaire des Ukrainiens alors qu'on ne les connaît pas dans l'absolu? Ce n'est pas une question d'égoïsme, il y a une logique. On préférait peut-être ne pas avoir froid l'hiver et on sait que les Russes n'auront pas froid l'hiver. Est-ce qu'on a envie que ces gens poussent à la guerre alors qu'il y avait des possibilités déjà antérieures? On revient souvent sur l'affaire des accords de Minsk qui avaient été signés, qui avaient été parrainés par l'OSCE, qui n'ont pas été respectés par la partie ukrainienne. Est-ce qu'on a envie de se poser la question de savoir est-ce qu'en France, s'il y avait eu un néo-nazi, hein, qui avait arboré le moindre symbole nazi dans l'armée française, il n'aurait pas été immédiatement démis de ses fonctions, mais peut-être en prison et poursuivi. Et bien là, en Ukraine, ça ne pose pas de problème. Il y a 5 à 6 000 combattants qui sont des descendants directs des néo-nazis, qui sont des descendants de Stepan Bandera, donc des bandéristes, qui sont affichés de façon très claire avec des symboles nazis, hein, le swastika, le soleil noir, les nazis en plus SS, donc ça va très très loin dans l'appropriation des symboles des pires, d'un pays qui a subi comme toute l'Union soviétique, le nazisme quand même, mais avec des gens qui ont collaboré et qui ont été très rapidement lâchés par Himmler. Eh bien, est-ce qu'on accepte cela? Moi, je trouve ça très étonnant de se dire qu'on est du côté du corps de gens qui ont des néo-nazis chez eux. Non pas que les Ukrainiens soient néo-nazis, ce serait un mensonge de le dire, puisqu'ils ont aussi suivi le nazisme, mais se poser la question de qu'est-ce que sont ces démocraties qui poussent à la guerre, qui partent en guerre sans jamais consulter leur population, qui encouragent la guerre et pas la paix, qui ne veulent pas de négociation. J'ai eu il n'y a pas longtemps un débat avec un homme du Modem, que je croyais être modéré au départ, et qui était heureux de voir que les Ukrainiens étaient prêts à mourir pour leur pays. Et à la fin, je lui ai dit, et c'est là où il était vraiment choqué, j'ai dit, mais je ne comprends pas, vous devriez plutôt dire aux Ukrainiens qu'il faut négocier parce que la guerre n'est pas gagnable et que c'est des morts de trop. Eh bien non. Là, il s'est rendu compte qu'il était un va en guerre. Il ne le savait même pas. Et la question qui se pose, c'est quoi? Et ça vient d'être évoqué, Nord Stream par exemple, c'est un acte terroriste qui a été organisé par un État. Personne ne peut percer un pipeline de 100 mètres de profondeur sans des moyens considérables, sous-marins et hommes qui soient équipés avec des moyens très, très conséquents et très technologiques. Donc on sait que c'est les États-Unis qui sont à la manœuvre, sans doute avec l'Angleterre, puisque c'est eux qui ont l'expertise de ce genre de coup bas. Mais surtout, la question de Boutcha qui est évoquée aussi, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène assez ridicule de Russes, je le rappelle, qui sont partis de leur propre chef, ils n'ont pas abandonné le territoire par la force, ils sont partis parce qu'ils le voulaient et qui auraient disséminé sur tout un tas de rues un bout de chat, comme par hasard, c'est une sonorité un peu anglo-saxonne. Butcher, bout de chat, ça rappelle un peu boucher. Donc pour les Américains, c'est super, on s'en souvient. Qu'est-ce que c'est que ces Russes qui seraient partis en laissant les morts gratuits dans la rue sans aucune raison ça? Scientifiquement, ça n'a aucun intérêt. Ça leur donne une mauvaise image. Ça rappelle un peu l'affaire irakienne avec les bébés éprouvettes qui étaient jetés les bébés qui étaient des couveuses, excuse-moi, qui étaient jetés comme ça par les soldats irakiens alors que ça n'a aucun intérêt politiquement et militairement. Et bien là, c'est la question qu'on peut se poser. Et on se rend compte que même dans les images, ils ne font même pas l'effort de maquiller leur mise en scène. C'est-à-dire que les types qui étaient morts dans la rue avaient des brassards blancs. Or, le brassard blanc, si on suit un peu la question ukrainienne, ce sont les Ukrainiens pro-russes. Donc même là-dessus, ils n'ont même pas fait l'effort de faire en sorte que ça ressemble réellement à une sorte de... Ça rappelle aussi Timișoara, c'est pareil à l'époque où on voulait faire la peau de Ceausescu. Donc à chaque fois, on a une mise en scène grossière comme celle-là qui sont faites à la va-vite, mais comme l'émotion l'emporte sur la raison, les gens ne se posent pas 2 minutes pour savoir ce qui se passe réellement et quels sont les buts d'un massacre inutile comme ça, parce que le massacre est inutile en substance. Ce ne sont pas les combattants, ce sont des civils qu'on aurait tués. On ne pose même pas la question de savoir que ces civils étaient peut-être pro-russes. Ça, on ne le parle pas. Par exemple, dans le Donbass actuellement, ce sont les pro-russes qui sont attaqués.
Et aujourd'hui, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi ces démocraties qui nous vendent tellement leur modèle refusent catégoriquement de demander à leur peuple et à leur population, sous forme de référendum par exemple, est-ce que vous êtes d'accord pour encourager, maintenir, soutenir une guerre? Eh bien, ils ne posent pas la question parce que les populations diraient non. Personne n'est d'accord pour la guerre. En revanche, ça profite aux Américains, effectivement, qui ne voulaient pas, et ça avant la guerre, il faut bien se rappeler, parce que le rapport géoéconomique est intéressant. Avant la guerre, les États-Unis ont refusé catégoriquement que Nord Stream 2 soit activé. Depuis Obama, d'ailleurs, il faut le rappeler, ce n'est pas d'hier. C'était un vrai problème parce que la puissance industrielle allemande est la principale concurrente des États-Unis et ils ne veulent pas voir l'Allemagne redevenir forte. Elle a eu l'intelligence de faire la paix avec les pays de l'Est, parce que c'était l'histoire qui voulait ça. Elle a eu l'intelligence de créer un parc industriel considérable à l'Est, d'ailleurs comme l'Italie. Et aujourd'hui, l'Allemagne est en difficulté parce que c'est un pays qui est totalement dépendant des approvisionnements énergétiques russes, à savoir gaz, pétrole et charbon. 50% du charbon allemand vient de Russie. Et donc, les raisons pour lesquelles les États-Unis font la guerre ne sont jamais des raisons qui sont d'ordre, soi-disant, de droit de l'homme, toute cette blague-là, ça c'est du maquillage. C'est des raisons purement économiques, c'est ce qu'on appellerait ça une sorte de. Ce sont des prédateurs économiques qui, lorsqu'ils voient un concurrent, on voit bien que la Chine aujourd'hui, il y a des multiples provocations. C'est bien d'avoir évoqué, d'ailleurs, je vais en parler 30 secondes des Ouïghours, parce que je suis souvent en porte-à-faux vis-à-vis des arabo-musulmans qui sont tombés dans le piège et qui ne creusent pas pour savoir pourquoi on nous sort ce numéro des Ouïghours qui seraient massacrés par milliers. Je suis désolé, les massacres par milliers, on les a vus dans le pays d'Aung San Suu Kyi, il n'y a pas de problème, c'est documenté, c'est filmé, c'était une horreur. C'est la question des Rohingyas. Là, on n'a pas vu beaucoup de monde se manifester. Par contre, sur la question des Ouïghours, on met l'accent pour dire que les Chinois sont des barbares, qui s'amusent à tuer des gens, à les mettre dans des camps de concentration, à faire en sorte que les femmes deviennent infertiles, enfin toutes ces choses-là qui sont mises en avant. Pourquoi? Sans document. Parce qu'un homme d'origine allemande qui travaille pour un think tank états-unien, je ne me rappelle plus son nom, je crois qu'il s'appelle Axel ou je ne sais pas quoi. Adrian Zenz. Merci Adrian Zenz, absolument. Cet homme-là, sur ses seules fois, a expliqué ce qui se passait en Chine, un anticommuniste primaire, que ce même homme est rallié par un anticommuniste à nouveau primaire qu'on connaît en France, le fils d'un pseudo-philosophe que vous connaissez tous, Glucksmann, donc c'est le fils du père, littéralement, qui lui aussi a parlé avec le communiste, donc les Chinois et les Russes, comme par hasard, et c'est tous les théâtres d'opération anti-chinois et anti-russes les intéressent, et que le think tank américain qui soutient cela, ce think tank est un think tank dans lequel, écoutez, pardonnez-moi du peu, qui était dedans? Bush, père et fils, Rumsfeld, enfin tous les néoconservateurs américains sont dans ce think tank qui met le paquet pour dire attention, les Chinois sont des barbares. Sauf qu'en Chine, la politique de l'enfant uni a conduit effectivement à ce que les femmes soient stérilisées sur toute la Chine, là on va dire chez les Ouïghours, pour faire croire que c'est un génocide. Qu'en Chine, effectivement, ils ne veulent pas entendre parler d'opposition. C'est vrai, parce que c'est la route de la soie, les Ouïghours, ça passe par l'Est. Qu'en Chine, effectivement, il y a une idée selon laquelle on achète la paix civile si besoin, on l'a vu ce qui s'est passé, on ne parle plus du tout d'ailleurs du Tibet, parce que le Tibet, il y a des investissements massifs et que ça va beaucoup mieux. Et que la Chine est un problème parce que c'est un géant économique qui, en 2030, sera la première puissance, à tout point de vue. Et que la Chine tient 2000 milliards de ce qu'on appelle les T-bonds américains, les bons du trésor. Donc la Chine tient l'économie américaine et tient la monnaie américaine. Si la Chine retire ses capitaux de la monnaie américaine, donc du trésor américain, les États-Unis sont en banqueroute, le dollar ne vaut plus rien, et les buts de guerre aujourd'hui, les buts de contre-guerre aujourd'hui, que Poutine et que les Chinois, et même les Indiens d'ailleurs, c'est très amusant de voir les Indiens changer de position, on ne s'y attendait pas, ou l'Arabie, qui a refusé l'augmentation de sa production de pétrole, ces gens-là ont compris une chose, c'est qu'il faut dédollariser le monde, que le droit de tirage spéciaux, les DTS, sont un droit absolument intolérable parce que ça donne un pouvoir illimité aux États-Unis et qu'il n'est pas question que le monde continue à devoir comptabiliser son énergie par le pétrodollar, donc par l'association dollar-pétrole. Et donc toutes ces stratégies font qu'aujourd'hui, Poutine, qui a joué d'ailleurs, ce serait intéressant à parler, un coup remarquable en imposant l'achat du rouble. C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Ça, c'est vraiment, pour moi, sur le plan économique, c'est le meilleur coup qu'il ait jamais fait. Eh bien, cette méthode-là a conduit à faire penser d'autres pays qu'il y avait peut-être, après Bretton Woods, la possibilité d'avoir un monde qui ne serait pas unipolaire sur un plan économique. Je parle bien de l'économie. C'est-à-dire que les États-Unis et le dieu dollar ne seraient plus le dieu dollar qui a profité effectivement à plein de la Première, de la Seconde Guerre mondiale et de toutes les guerres qu'ils ont produites durant un siècle. Donc c'est vrai que ce qu'on doit se poser comme question, c'est qu'est-ce que vaut la démocratie lorsque les peuples européens, qui vont avoir froid l'hiver, qui vont commencer à payer très cher leur panier moyen, je parle de la ménagère, qui vont subir l'inflation record, qui vont subir des dépôts de bilan, je parle de l'Allemagne par exemple, où des milliers d'entreprises vont être sur le carreau. Est-ce que ces Européens ont demandé à soutenir l'Ukraine ou à faire la guerre? Je pense qu'ils ne l'ont pas fait et pour ma part, je considère qu'un pays qui a un petit peu de dignité devrait pousser Zelensky à négocier avec Poutine qui, pour finir, rappelons-le, a toujours demandé à Zelensky de négocier.
Afrique Média. Le monde, c'est nous.